Je vous remercie. Effectivement, en ce qui me concerne, depuis une trentaine d'années, nous avions choisi l'action société civile. En ce qui nous concerne, notre détermination, elle remonte en 1987. 1987, on était à la veille de l'adoption de la charte nationale que le gouvernement avait soumis à référendum le 14 juin 1987. Et à cette occasion, au moment où ce débat était en train de se faire, beaucoup d'idées aussi se développaient en parallèle, mais peut-être pas de façon aussi ouverte, pour que les uns et les autres comprennent que ce qu'il nous faut de ce régime militaire qui a commencé en 1974, et au lieu de faire une formule qui consiste à faire une transformation du régime militaire en régime civil et faire en sorte que pratiquement on se retrouve avec des hiboux au regard gluant, des militaires commués en civil, des civils très proches des militaires qui ont des réflexes militaires. Et donc, on s'est dit qu'il faut, si réellement les gens veulent aller à un régime constitutionnel normal, à une république, à un état de droit, que ce soit un état de droit véritable qui puisse être à mesure de garantir l'exercice libre de certaines libertés et la jouissance effective de certains droits. Nous étions dans ça. Il y a eu l'adoption comment on appelle ça, de la charte. Et puis, quelques jours après l'adoption de la charte, au courant du mois de juillet, le président Kounché est tombé malade. Donc, il s'est retrouvé évacué. Et de son évacuation, il est revenu furtivement au courant du mois de septembre. Et il est reparti en octobre et pour revenir finalement dans les conditions où nous étions revenus à partir du 10 novembre 1987, où il avait rendu là. Et donc, comme c'est toujours le CMS qui était le comité régent de l'État à l'époque, parce que c'est eux qui ont organisé le coup d'État de 1974, et même qu'il a connu quelques mutations, quelques retouches en raison de plusieurs éléments qu'on a vécu en ce temps-là. Et il y a eu plusieurs tentatives avec la tentative du 15 mars 1976, puis ensuite, avant ça, le problème qu'il y a eu entre le vice-président et le président, c'est-à-dire Sanusi Nosido à l'époque. Donc, il y avait eu beaucoup de situations qui ont caractérisé un peu le régime. Donc, à la fin, il fallait, avec le renouveau, c'était quoi? C'est que quand le président Kounché était décédé, le président du CMS s'entend, parce que lui, il était président du CMS, chef de l'État, il n'était pas président de la République, contrairement à la confusion que souvent les gens font. On parle de président de la République lorsqu'on a été élu par le peuple dans le cadre des élections normales, transparentes. Alors, donc, c'est dans ces conditions-là que le général Ali Chebou a bénéficié de la confiance de ses camarades pour décider de faire de lui, à partir du 14 novembre 1987, le nouveau président du CMS. Et quand on devient président du CMS, automatiquement, on devient le chef de l'État. Et c'est comme ça qu'il est devenu le chef de l'État et il a composé son gouvernement le 20 novembre. Et ce gouvernement-là, qui a été composé le 20 novembre, a donc s'est mis à aller dans la tâche de la décrispation qui a été une option politique qu'ils ont dégagée et qui devait permettre donc progressivement de travailler à aller vers la finalisation du processus enclenché à partir du référendum du 14 juin 1987 qui a adopté la charte nationale. Donc c'est dans ces conditions que les choses ont pu se développer. Nous étions à l'université et donc on vivait les événements à notre manière et avec les préoccupations qui étaient les nôtres
en tant que scolaire, en tant qu'étudiant. Et donc, nous avons développé plusieurs initiatives durant toute cette période. Et c'est au courant de l'année 88 que la Banque mondiale et le FMI ont inspiré, et à travers une lettre de politique éducative, en 10 mesures, ils ont proposé au gouvernement du Niger d'adopter ce qu'ils appellent le projet Éducation 3. Et c'est ce projet-là qui a été, si vous voulez, l'élément moteur de notre détermination, de notre engagement. Et déjà, nous-mêmes, à notre niveau, nous étions dans un processus de reconstitution de notre cadre organisationnel, justement à partir du 9 avril 1987. Le 9 avril 1987, c'était notre date de la renaissance du cadre organisationnel USN, et dans un premier temps UNUN, et ensuite, plus tard, USN, et c'est dans le sillage de cette reconstitution du cadre organisationnel que, courant l'année 87, 88, 88, 89, on a travaillé à faire en sorte que les cadres organisationnels soient plus ou moins réhabilités. Et en même temps, face aux problèmes qu'on avait, donc il fallait les gérer. Voilà comment nous avons été amenés et donc à formuler notre détermination, notre engagement, notre résolution à nous intéresser à ces genres de combat, à cette lutte façon. Et comme l'État du Niger lui-même était dans un processus institutionnel de mutation de l'État pour passer du régime militaire vers un régime républicain, vers un régime constitutionnel normal, comme ils aimaient à le dire. Donc, on s'est retrouvé pendant cette période-là et donc à constater qu'il y avait donc un mouvement très actif au niveau de l'État qui a fait que on est passé donc du régime militaire vers la création d'un parti unique qui est appelé le MNSD. Et à partir du 18 mai 1989, et le MNSD Nassara a été créé. Non, pas Nassara. Le MNSD Parti État a été créé. Et donc, quand le MNSD a été créé, il est créé avec tous ses organes. Et comme c'est un parti unique, donc c'est un parti État, c'est un parti unique, alors ces acteurs-là, et donc le CESON, qui est le Comité supérieur d'orientation nationale, a remplacé le CMS. Mais on n'est pas encore à la République. Donc le CMS a été remplacé par le CESON. Donc le président du CMS est devenu le président du CESON dans le contexte du parti État qui était né le 18 mai 89 au nom du MNSD. Maintenant, chemin faisant, à partir du 18 mai, donc c'est parti. Et donc le gouvernement avait essayé c'était devenu un gouvernement de transition en fait. Donc il a mis en place une structuration qui devait cheminer vers le retour à un régime constitutionnel normal, c'est-à-dire préparer une constitution, soumettre la constitution au référendum, et puis ensuite la promulguer et entrer de plein pied dans la République. C'est comme ça que, à partir du 24 septembre 1989, il y a eu le référendum comptant pour la Constitution qui devait consacrer l'établissement de la Deuxième République. Donc, c'est comme ça qu'après ce référendum du 24 septembre, la Constitution a été adoptée et elle a été promulguée le 4 octobre. Le 4 octobre 1989. Donc, une fois qu'on a désormais la Constitution, donc désormais, elle a été promulguée. Donc, sur la base de ça, on s'est considéré désormais en République. Mais donc, même à notre niveau, au niveau des scolaires, au niveau des étudiants, nous-mêmes, le régime d'exception ne nous arrangeait pas. Nous voulons un régime de droit, un régime de liberté, un régime d'égalité, un régime de légalité. Donc, avec l'adoption de la Constitution, le 4 octobre, la promulgation, pardon, le 4 octobre, donc, nous avons à la rentrée scolaire de 89-90, en octobre justement 90, donc après la promulgation de la Constitution, de suite on s'est dit, désormais, l'environnement a évolué, donc nous pouvons être capables de formuler nos revendications, de faire nos plateformes revendicatives, de les soumettre au gouvernement, qui est censé être un gouvernement qui doit se soumettre aux obligations constitutionnelles telles que édictées par la nouvelle constitution qui est entrée en vigueur.
Voilà dans quelles conditions nous nous sommes retrouvés le 8 novembre 1989 à élaborer notre plateforme revendicative qu'on a soumise au régime transitoire, qui était la transition entre ce qu'on a connu déjà, le CMS, le CESON, et maintenant on a espéré que les discussions vont se faire au mieux et que les problèmes qu'on avait soulevés en tant que scolaire devaient avoir un écho favorable. Malheureusement, le régime, c'était, comme on dit, Angolune de Kanzabo. En fait, les jeunes n'étaient pas véritablement devenus un régime civil, un régime républicain. C'est toujours l'esprit d'état d'exception. Nous avons soumis cette plateforme revendicative, mais dans le même temps, comme la mutation continuait à se faire, il y a eu des élections le 10 décembre 1989, qui a fait, on a eu à élire donc, le président de la République candidat unique et la liste unique des députés cooptée au nombre de 93 députés. C'est comme ça que le 10 décembre 1989, il y a eu cette élection-là. Et le 18 décembre, il y a eu l'investiture du président de la République, le général Ali Chebou, comme président de la République cette fois-ci, pour un mandat de 7 ans, donc de 18 décembre 89, donc au 17 décembre, et normalement 95. Voilà donc, ce qui a été fait. Et nous, comme on a vu qu'on avait affaire désormais à un président de la République, dans le contexte d'une République, avec une constitution qui garantit les libertés de manifestation, toutes les libertés qui sont consacrées dans la constitution. Alors, quand on est revenu des congés de Noël, la première chose qu'on a faite, le comité exécutif qui venait d'être mis en place dans le contexte à l'époque, il a pris la plateforme et il est allé vers le gouvernement avec. Et les discussions ont continué à piétiner. Et comme c'est pratiquement les mêmes gens, en fait, depuis 1987, c'est les mêmes personnes, mais on change de casquette. On est passé du CMS au CESON et maintenant du CESON, on passe à la présidence de la République. Donc, le président du CMS est devenu président du CESON, il est ensuite devenu président de la République. Donc, et nous avons considéré que dans son rôle désormais de président de la République, premier parmi les égaux des citoyens normalement dans la République, on s'est dit que tout à fait naturellement, on peut s'attendre à des soulagements, à des allègements, à la prise en compte de nos préoccupations en tant que scolaire. Et il se trouvait d'ailleurs que dans le contexte du moment, on n'avait aucun autre moyen de communication. Il n'y avait que les moyens traditionnels des scolaires, les tracts. Des tracts qu'on peut faire à travers, souvent écrits à la main, souvent écrits à travers un matériel trop archaïque. On peut même dire Jean Gutenberg, parce que c'est un Rénéo qui était très fatigué. C'est avec ça qu'on essaie de faire de littérature à l'époque. Il n'y avait pas accès aux médias, parce qu'il n'y avait pas d'autres médias que les médias publics. En dehors des médias internationaux, BBC, comment on appelle, il n'y a pas de RFI à l'époque qui vient dans chez nous là, mais il y a Africa numéro 1, donc, qui avait leurs représentants ici et VOA. Donc c'était eux les représentants des radios internationales qui couvraient les activités dans le Niger, et quand elles venaient à se faire. Donc voilà dans quel contexte nous avons été maintenant à la fin avec le régime de la Deuxième République. Nous avons, à partir de 5 février 1990, on a déposé un ultimatum pour 72 heures. Cet ultimatum-là devait engager le gouvernement à trouver des solutions aux problèmes qu'on avait soulevés dans le contexte de l'époque. Malheureusement, jusqu'à la fin de cet ultimatum, le 7, il n'y avait pas eu de solution. Et le gouvernement avait pensé que la solution qu'il pouvait utiliser maintenant, c'est de la répression, c'est de nous étouffer et nous empêcher de faire. Maintenant, nous aussi, de notre côté, nous avons analysé la situation à l'époque. Et on s'est dit, bon, dans tous les cas, on est dans un régime de l'état de droit, on est dans un régime républicain avec les libertés qui garantit la Constitution. On va faire le baptême du feu de la République. On va les mettre à l'épreuve. Par rapport aux droits qui nous sont reconnus, on va utiliser un des droits, la liberté de manifestation, pour aller manifester, faire un meeting d'information, un meeting pacifique d'information, pour informer l'opinion nationale et internationale et profiter pour informer les scolaires eux aussi
de ce qui est en train d'être discuté entre le gouvernement et les représentants et le comité exécutif de l'UNUN qui s'est érigé en CECD à l'époque, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas encore de CD. On est dans un processus de reconstitution du cadre organisationnel du USN. Voilà dans quel contexte nous nous sommes retrouvés donc, après l'échec de ces négociations-là, donc à réfléchir sur ce qu'on devait faire, et on a retenu de faire un meeting. Et c'est ce meeting-là qu'on a voulu faire, et il fallait tous converger à la place de la concertation, quand on a rencontré l'obstruction des forces de l'ordre et sur instruction du régime pour qu'on nous empêche à tout prix de traverser le pont. On n'avait que le pont pour passer, pour venir de la rive droite à la rive gauche. Ou de la rive gauche à la rive droite. C'est comme ça. Et comme nous, on était à la rive droite, on voulait venir à la rive gauche, à la place de la concertation, retrouver les autres scolaires qui étaient eux aussi mobilisés pour qu'ensemble avec eux, le meeting se fasse à l'actuelle place de la concertation là. Donc, malheureusement, l'utilisation des moyens disproportionnés par le régime a fait qu'ils ont utilisé la violence, ils ont tiré sur nous avec des balles réelles et on s'est retrouvé avec des morts et des blessés. Et c'est comme ça que les événements du 9 février ont vu le jour. Maintenant, la particularité de ce qui s'est passé après le 9 février et ce qui se passait avant, d'habitude, quand il y a une situation pareille, c'est la panique au village. Tout le monde a peur, tout le monde est inquiet, parce qu'à ce moment-là, on était dans un contexte de régime de parti unique au temps du RDA et de régime de militaire, où les militaires, c'est un régime de non-droit. Mais maintenant, nous sommes dans un régime de droit. Et c'est ça que les gens n'ont pas tous compris à l'époque. Comme nous avons, nous, conscience de ce que c'était un régime de droit, nous avons dit on n'est pas d'accord. Pourquoi le régime va utiliser la force pour tirer sur les gens? Et il y a eu beaucoup de soutien partout, des uns et des autres, compte tenu du fait que c'est ça aussi. Donc, on sentait le soutien de partout. Et notre particularité a été d'être capable d'assumer ce combat-là, de pouvoir le porter, de le mener, jusqu'à nous associer aux autres forces pour en faire ce qu'on appelle le groupe des forces vives de la nation. Et dès le 16 février déjà, on s'est retrouvé à la place de l'unité des forces démocratiques, là-bas au rond-point ENA, pour décider ensemble de faire marche de recueillement sur le cimetière pour aller saluer la mémoire de nos martyrs. Et le jour-là, c'était terrible, c'était une grande manifestation. La ville était hyper mobilisée, le peuple était déchaîné, il n'avait plus, la peur là a été ébranlée et la peur a changé de camp. Et c'est comme ça que, prenant conscience de tout ça là, nous nous sommes mis devant la situation où il faut maintenir le camp et continuer le combat. Et d'ailleurs, passer de la revendication sociale académique à la revendication politique du multipartisme et de la démocratie. C'est comme ça que c'est parti. Et à partir du 1er mai déjà, il y a eu un appel au multipartisme qui a été lancé par l'USTN, avec laquelle on s'est retrouvé maintenant coude à coude. Et puis, nous aussi, au niveau de l'USN, nous avons profité du mois de mars. On a restructuré notre cadre organisationnel, on a créé un comité directeur provisoire. Et ce comité directeur provisoire s'est mis à travailler, à prendre en charge les revendications des scolaires et à gérer la suite du combat qui devait être mené avec les autres forces vives de la nation pour être dans la position d'obliger le régime à respecter sa propre loi. Parce que c'est quand même eux qui ont fait leur constitution. C'est eux qui ont écrit ce qu'ils veulent dedans. Maintenant, dans ce qu'ils ont écrit, ils ne veulent même pas les respecter. Voilà la situation qui s'est présentée à nous. Et donc, à partir du mois d'août, nous, au niveau de l'USN, on a décidé, on a fait un conseil général et à l'occasion duquel on a mis en place un comité directeur définitif et on a fait une plateforme revendicative avec une revendication spéciale qui prenait en compte la revendication de la conférence nationale souveraine. Donc, voyez-vous, en plus de la revendication de l'USTN de multipartisme, nous avons, au niveau de l'USN, introduit la revendication de la conférence nationale souveraine. Et les deux revendications ont fait jonction. Donc, courant le mois d'août, fin août, début octobre, le régime était en train de regarder comment il va satisfaire. C'est comme ça que le 15 novembre 1990,
Le régime a accepté le multipartisme, croyant qu'en acceptant le principe du multipartisme, l'affaire allait être calmée et que les gens vont créer les partis et puis donc la tension va se réduire. Il a effectivement décidé l'autorisation du multipartisme. Des partis politiques ont commencé à naître. Donc c'est comme ça que les premiers partis qui étaient déjà prêts ont commencé à naître. D'autres ont, au courant du mois de décembre, et ils ont fait, tel que le PNDS qui a fait sa réunion le 22 décembre 1990. Et puis d'autres partis qui sont nés les débuts de l'année 91, le 5 janvier 91, la CDS a aussi fait sa réunion, ainsi de suite. Et c'était eux les partis en vue à l'époque au niveau des forces du changement, plus et quelques autres. Donc voilà dans lesquelles conditions on s'est retrouvés, nous. Dans notre rôle, toujours nous, on est scolaire, on est à l'USN, on faisait nos pas à l'USN en tant que citoyen, en tant qu'acteur. Et au fur et à mesure, notre niveau de conscience ne faisait que se renforcer dans ce que représente la nature du combat qui nous attend dans la vie. Et c'est comme ça que nous avons mené le combat jusqu'à aller à la conférence nationale. La conférence nationale a adopté le principe justement du pluralisme politique, de la démocratie ouverte, et puis donc on a mis en place un gouvernement de transition, et donc les structures ont commencé à naître, et au nom du principe de la liberté d'association qui était consacré cette fois-ci de façon ouverte, même si jusqu'à présent, je le regrette aujourd'hui, depuis qu'on a reconnu la liberté d'association après la conférence, aucun acte concret n'a été pris pour pouvoir formaliser le régime de liberté d'association qui permet de garantir la possibilité pour les associations de se créer et de s'administrer librement avec des dispositions qui sont prévues, comme ça a été le cas de la charte des partis politiques qui a été prévue pour les partis. Mais pour les associations de la société civile, il n'y a pas un texte. Le seul texte qui existe aujourd'hui encore, c'est l'ordonnance de 1984 et du temps du régime d'exception, et qui a été modifié à la veille de la conférence en mai 91. Mais tout ça, c'est contraire à la Constitution actuelle. C'est contraire à la Constitution de la Troisième République, la Constitution de la Quatrième République, la Constitution de la Cinquième République, la Constitution de la Sixième République, et aujourd'hui encore, la Constitution de la Septième République. Parce que les régimes passés, les gens ils ne se sont pas occupés de formaliser l'organisation de l'action société civile pour déterminer à travers une charte, la charte de la société civile, telle que nous on le pense. Il faut une charte de la société civile qui va définir le rôle et la responsabilité des acteurs sociaux, qui va déterminer l'action société civile. À partir de quand on parle de l'action société civile, à ne pas confondre avec les actions corporatistes, parce que souvent il est arrivé la confusion entre l'action syndicale, qui est une chose à part, qui est corporatiste, l'action société civile, qui est citoyenne, et l'action politique qui concerne les partis politiques qui, eux, concourent à l'expression du suffrage pour gagner le pouvoir, pour l'exercer. Donc, les rôles sont clairs, ils sont là. Mais il peut arriver que les trois acteurs-là puissent se retrouver autour d'une action commune. Parce que l'action société civile est une action qui peut faire jonction, qui peut amener les deux groupes à se retrouver. L'action syndicale et l'action politique. Et le tout se retrouve autour de l'action société civile pour faire une action citoyenne commune. Et la preuve, il est dit dans la charte des partis politiques que les partis politiques ont le devoir de prévoir dans leur objectif la défense des droits de l'homme. Donc, ce n'est pas étonnant qu'un parti politique puisse considérer qu'il y a un problème des droits de l'homme et se met dans le combat de la défense des droits de l'homme. Sans problème, il est à sa place quand il vient se joindre à une lutte citoyenne pour défendre les droits de l'homme. Le parti politique n'est pas en contradiction avec la charte des partis ni avec ses objectifs. Par contre, c'est la même chose aussi au niveau des syndicats. Le syndicat, il fait la lutte corporatiste pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Mais il se peut aussi que les intérêts matériels et moraux de ses membres puissent se retrouver dans les intérêts globaux de la société. Et maintenant poser une revendication commune entre revendiquer une indemnité de la CREI pour les enseignants CREI en main et revendiquer le prix de l'électricité. Ce n'est pas la même chose. Le prix de l'électricité, il concerne tout le monde. Mais l'indemnité de la CREI ne concerne que celui qui est un enseignant et même enseignant CREI en main. Donc, ces genres de revendications, elles restent corporatistes, elles restent syndicales. Mais l'action qui est
d'intérêt général, donc qui est citoyenne, qui concerne tout le monde, qui est transversale, c'est l'action société civile. Quand la société civile pose une revendication pour réduire les prix de l'eau, par exemple dans le domaine économique, ou la liberté de manifestation, lutter pour revendiquer la liberté de manifestation, lutter pour revendiquer la démocratie, lutter pour revendiquer des élections transparentes, ce n'est pas parce qu'ils doivent être candidats ou ils sont candidats, non. Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'acteurs de la société civile, défenseurs de la démocratie, nous sommes convaincus que c'est un devoir qui nous est reconnu par la loi de faire en sorte que nous puissions œuvrer aux côtés des autres acteurs à ce qu'il y ait des élections, par exemple, transparentes, qui vont permettre au peuple de se choisir des élus qu'il a choisis lui-même, pas des élus tronqués. On vous impose un candidat sur la base de fraude. Donc, vous savez que vous ne l'avez pas voté, mais on l'a imposé comme un élu. Mais la réalité, c'est que la relation là ne sera pas une relation sérieuse. Parce que même si vous n'avez pas des éléments qui vous assurent que lui, il a triché pour arriver, mais lui, il sait au moins qu'il a triché. Que s'il est là, ce n'est pas à cause de vous. Mais même si vous allez penser qu'il est là parce que c'est vous. Non. Si lui, il sait qu'il a fraudé, ou il a donné de l'argent pour se faire élire, mais à la fin des élections, une fois qu'il est élu, lui, il n'a plus rien à voir avec vous. Il a acheté ses voix. Donc, il a payé, vous avez vendu. Vous avez vendu votre âme, votre conscience. Et ensuite, donc, vous n'avez rien avec lui. Mais, ou bien, alors, il a triché. Vous avez fait ce que vous devez faire, mais lui, il a triché, comme les gens ont fait. En trichant sur les PV, en trichant sur les urnes, en trichant sur... ainsi de suite, pour finalement avoir à se déclarer élu. Mais une fois que vous êtes déclaré élu, sachant que vous avez triché, vous-même, vous savez que vous mentez à vous-même. Même quand vous allez dire que vous êtes démocratiquement élu, vous savez que ce n'est pas vrai. Parce que la réalité, c'est qu'il vous nous a fallu tricher pour que vous soyez élu. Or, comme la vérité, elle pose les problèmes de conscience pour ceux qui en ont la conscience. Donc, voilà un peu comment nous avons fini par nous déterminer. Après l'action scolaire, nous avons investi les associations de défense des droits de l'homme que nous avons créées et mis en place pour qu'à travers ce type d'action que nous avons estimé, moi personnellement, j'ai estimé que je suis plus à l'aise à faire une défense d'intérêt général, d'intérêt national. Parce que pour moi, je me reconnais qu'un seul parti politique, c'est-à-dire le Niger. Tous les Nigériens, pour moi, sont les citoyens que je dois défendre dans mon rôle de défenseur des droits de l'homme. Et c'est pour ça que de toujours, depuis qu'on a commencé en 1995, on a mis en place notre association de consommateurs. Donc, nous nous étions mis à défendre les consommateurs, vaille que vaille, en prenant tous les problèmes qu'il y avait et en essayant de sensibiliser les gens à la prise de conscience de l'existence d'un mouvement consumériste au niveau mondial et du droit qui sont reconnus aux citoyens consommateurs et qui a la possibilité de les revendiquer, de les défendre, de les protéger, de se faire protéger par la loi en vertu de ce qui existe de par les principes directeurs des Nations Unies sur la protection des consommateurs qui ont été adoptés depuis 1985. Vous vous rendez compte? Donc, mais notre pays était resté à la marge. Et c'est ça que nous avons essayé de combler comme vide. Et nous nous sommes mis dans ce travail citoyen d'accompagnement de notre cadre démocratique, de notre démocratie, pour sensibiliser les citoyens, créer les conditions à travers ce qu'on a finalement mis en place désormais et qu'on appelle le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. Donc, en réalité, qui est l'excroissance de tous les mouvements dans lesquels nous avons vécu et avec lesquels nous avons mené les combats citoyens que nous avons pu mener justement depuis la période que vous avez indiquée de 2004-2005 que les gens retiennent, parce que c'est en ce moment-là que les gens nous ont vu grandeur nature. Mais tout ce qu'on a fait de 90 à 2005, les gens vont nous l'imputer à un autre contexte où on parle de syndicats, on parle de forces vives. Or, avec le mouvement qu'on a fait en 2005 et en voulant que le mouvement soit l'œuvre de l'action société civile, alors en ce moment-là, le mot société civile a retrouvé sa place dans le concert de l'espace public nigérien. Et on a commencé à parler de société civile. Les gens ont commencé à chercher à voir la différence qu'il y a. C'est quoi la différence entre société civile et les autres acteurs et les autres forces vives de la nation. Donc, avec le temps, les gens ont travaillé, et ceux qui veulent comprendre ont essayé de faire l'effort de comprendre que, donc, dans les acteurs de l'espace public, on trouve les acteurs syndicaux,
on trouve les acteurs sociaux qui sont regroupés dans les organisations de défense des droits de l'homme et d'autres acteurs de la société civile qui accompagnent l'œuvre de rendre jouissables les droits consacrés par la Constitution, et l'action politique. L'action politique qui, elle, est menée par les partis politiques, desquels on était censé attendre qu'ils soient capables de former leurs militants, d'éduquer leurs militants, de les sensibiliser aux différents courants idéologiques, aux lignes de démarcation qu'il y a entre eux et les autres acteurs de politique, pour que les uns et les autres arrivent à nuancer, à faire la différence. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Parce que c'était ce qu'on avait espéré, on avait ambitionné. Mais les partis, malheureusement, se sont retrouvés à travestir tout ça, malgré la charte des partis, malgré les orientations qui sont dégagées dans la charte des partis politiques. Par rapport à toutes ces questions-là, l'espoir, malheureusement, était devenu déçu. Parce que les partis, au lieu de former les militants, d'éduquer leurs militants, d'éduquer, on a même dit, l'opinion nationale, mais les partis sont devenus des partis électoralistes. La seule chose qui les intéresse, c'est les élections. C'est la mobilisation des électeurs pour se faire élire. Et une fois élus, on s'en fout de ce qu'on fait avec l'élection. Tu es élu député, mais tu ne fais rien de ce que doivent être les attentes du peuple par rapport à ton rôle de député. Un député, il est représentant de la nation entière. Par exemple, au Niger, on a décidé que ça soit député national, au lieu d'être député des circonscriptions régionales où on est élu. Mais il n'y a pas de député ethnique, il n'y a pas de député de circonscription régionale, et donc il n'y a pas de député régional. Il y a des députés nationaux. Tout député, chaque député est représentant de la nation entière. Tout mandat impératif est nul. Le vote du député est personnel. Le député doit utiliser sa culture, sa conscience et tout le reste pour être à mesure de jouer son rôle et aux côtés de ses autres collègues pour qu'ils puissent amener leur assemblée à être une véritable institution valable qui exerce le pouvoir législatif de façon véritable en tant que pouvoir indépendant de l'exécutif. Mais malheureusement, vous avez vu, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, malgré leur nombre, les députés, malgré leur nombre en tant qu'élus, ils sont toujours tirés par le nez, par le gouvernement, et avec les ministres, même chez Kanaïka, qui viennent faire des lois sur les députés. Parce que les députés n'arrivent pas à prendre conscience de leur rôle citoyen et qu'ils doivent assumer en toute indépendance de l'intérêt du peuple, au regard de la Constitution, des lois de la République et au regard des problèmes qui se posent à la nation. Les députés ont travesti ça depuis malheureusement 1993 en créant les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires, pour revenir, alors que quand on fait l'arrêt de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême à l'époque, pour dire sont élus aux fonctions des députés avec leurs suppléants personnels, on nous dit monsieur un tel, c'est tout. On ne dit pas ton parti. On ne parle plus de ton parti, on ne parle plus de la région où tu es élu, on ne parle pas de ton ethnie, on ne parle pas de tes amis, on ne parle de rien du tout. On considère que tu es un élu. Voilà la liste des députés élus qui sont les députés représentation nationale. Chaque député est représentant de la nation entière. Et que ces députés-là doivent avoir que le pays en vue, la République en vue, les citoyens en vue, la nation en vue. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils sont venus, ils ont créé des partis politiques, ils ont des groupes parlementaires. Et en créant ces groupes parlementaires-là, qu'est-ce que les groupes parlementaires font? Non, on dit groupe parlementaire, on donne le nom du parti. On donne le nom du parti. Quand on donne le nom du parti, après, donc c'est comme si les députés sont devenus les députés du parti et non les députés nationaux. C'est comme si les députés, ils représentent le parti, ils sont là pour le parti, au compte du parti, de l'intérêt du parti et non de l'intérêt national. Donc c'était une violation. Avant, au tout début d'ailleurs en 1993, les députés sont clairs. C'était des députés et donc il y avait pas, le groupe parlementaire n'avait aucun pouvoir, aucune emprise sur le fonctionnement de l'Assemblée. Mais malheureusement, depuis quelque temps, qu'est-ce qu'on a vécu? Depuis quelque temps, avec la formalisation des groupes parlementaires, l'institutionnalisation des groupes parlementaires, la prise en compte des groupes parlementaires dans le règlement intérieur de l'Assemblée, le fait de leur donner droit à avoir un groupe, un bureau avec même une subvention de l'Assemblée, donc a dévoyé tout. Aujourd'hui, normalement l'Assemblée devait fonctionner sur la base de ces commissions parlementaires. Quand vous êtes
quand vous arrivez à l'Assemblée, chaque député choisit en fonction de ses capacités la commission dans laquelle il veut œuvrer. Et ce sont ces commissions parlementaires-là, avec le bureau de l'Assemblée, qui devaient normalement assurer le fonctionnement normal de l'Assemblée. S'il y a n'importe quelle question, n'importe quel sujet, ça se discute en commission, saisi pour avis ou saisi au fond, et on revient à la plénière, on fait le débat, on adopte, on vote, et c'est tout. Mais là, vous avez vu, on fait ça, c'est une formalité, mais le vrai pouvoir est entre les mains des groupes parlementaires. C'est quand on revient, après tous les débats que les gens ont fait dans les différentes commissions, maintenant, quand on revient en plénière, le groupe parlementaire, le président du groupe parlementaire reprend tous les droits de tous les députés de son groupe et c'est lui qui parle au nom de tous les députés, de toutes les commissions. Tous leurs députés qui sont répartis dans toutes les commissions, quels que soient les avis qu'ils ont contribué à formaliser ou à émettre au niveau de leur commission, quand ils reviennent ici, le président de leur groupe parlementaire peut mettre de côté tout ça lorsqu'il va aller donner ce qu'ils appellent consigne de vote. Mais la consigne de vote, c'est comme un mandat impératif. C'est une violation de l'article 87 de la Constitution. Mais malheureusement, les gens, ils disent non, on dit consigne de vote parfois, vous les entendez, ils font la confusion entre explication de vote et consigne de vote. Est-ce qu'un député qui est censé avoir été élu avec des prérogatives très claires qui disent que tout mandat impératif est nul, que le vote du député est personnel, est-ce que pour formuler son vote personnel là, il a besoin de quelqu'un lui explique comment il va faire? Est-ce qu'il a besoin de ça? Parce qu'il est un majeur mature, parce que d'ailleurs, on ne prend pas n'importe qui pour être député, il faut avoir au moins 21 ans. Donc, si tu as 21 ans, on pense que tu as déjà de la jugeote qui te permet, face à une situation donnée, de dégager ton point de vue. Vous pouvez discuter en bandoulière, hein, dans un couloir dans là-bas, entre vous, au niveau de votre groupe, mais vous ne devez pas le laisser transparaître à l'Assemblée, au niveau de la plénière. Et comme ça a été malheureusement désormais le cas, et c'est formalisé. On a vu là, en 2018, lorsqu'il était question de lutter contre la loi des finances 2018 et le pouvoir face à notre mobilisation, il a appelé les députés et les a regroupés dans un siège de parti politique, tous les députés de la mouvance, pour les enjoindre d'aller voter dans tel sens. Et le ministre des Finances, à l'époque, lui qui est un simple Jekanaïka, qui a cru qu'il pouvait même venir manquer aux députés et il l'a fait. Parce que quelque part, dans le parti, il a une position au sein du parti, il est responsable au niveau du parti, ce qui n'est pas forcément le cas d'un député. Un député peut être député du parti sans être membre du bureau politique national. Donc, et c'est devant cette situation-là qu'on s'est retrouvé avec tout ce que nous avons été amenés à vivre. Et aujourd'hui encore, on le vit. Notre démocratie, donc, elle reste tributaire de la manœuvre politique que les politiciens font, qui sont en train de tricher avec leur conscience et qui sont par leur acte en train de dévoyer l'esprit et la lettre de la volonté nationale de bâtir une république une et indivisible, démocratique et sociale. Et dans ce contexte-là, nous devons savoir le rôle de la société civile et où se situe la limite de ce rôle-là. Mais je suis en train de vous dire, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est, je vous ai fait pratiquement l'évolution historique, la chronologie de notre changement démocratique au Niger, et je vous ai dit tout ce que nous avons été amenés à faire pour être une sorte d'aiguillon pour surveiller et veiller, parce que nous faisons le contrôle citoyen de l'action publique. Cette activité de contrôle citoyen de l'action publique qui est reconnue aux organisations de la société civile. Donc, quand il y a une politique publique qui est définie et qui pose mal le problème des citoyens ou qui prévoit d'abuser des citoyens, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'acteurs de la société civile, nous réservons le droit de dénoncer ces politiques publiques. Et quand c'est des politiques publiques aussi qui sont favorables aux populations, qui sont de nature à produire des avantages pour les populations, nous les soutenons, nous les appuyons, nous les encourageons et même nous participons à développer des idées qui sont de nature à mieux opérationnaliser ces politiques publiques pour qu'elles puissent mieux être utiles aux citoyens. Donc, nous faisons tout ce travail-là, c'est ça que nous faisons régulièrement avec les peu de moyens que nous avons. Parce que vous savez, et nous, on n'a que nos moyens, c'est que notre volonté, notre détermination, notre engagement. Ce qui est différent du pouvoir qui, lui, a l'argent de l'État. Et normalement, le travail qu'on fait est d'utilité publique.
le gouvernement devait reconnaître notre travail et appuyer nos actions en nous garantissant un minimum. Comme aujourd'hui, il garantit le minimum aux partis politiques. On prend 0,30% des recettes nationales qu'on distribue aux partis politiques pour leur demander de faire le travail là que je viens de rappeler, qui est défini dans la charte des partis politiques, l'éducation de leurs militants, l'organisation de leurs partis politiques, la gestion de leurs partis, le soutien à leur jeunesse, le soutien à leurs femmes, aux femmes de leurs partis politiques. Tout ça là qu'ils devaient être amenés à faire avec les ressources là qu'on a. Mais on a constaté avec les rapports de la Cour des comptes, depuis des années, toutes ces ressources-là qui sont mises à la disposition des partis politiques, elles ont toujours fait l'objet de détournements. Les partis ne les utilisent jamais et dans le sens qui est demandé, alors qu'il y a une clé de répartition qui est prévue dans la charte des partis. Mais les partis détournent ça. Les partis qui ont surtout les gros lots, ils détournent et ça fait l'affaire des leaders et qui gèrent le parti et ils font ce qu'ils veulent avec l'argent, cet argent-là qui est donné aux partis en soutien en termes de subventions et à l'accompagnement démocratique des partis politiques, que cette décision-là avait été prise dans le cadre de l'élaboration de la dernière charte des partis politiques élaborée dans le contexte de la 7e République-là. Donc c'est pour vous dire, notre action que nous menons, c'est une action citoyenne. Chaque fois qu'il y a une question d'intérêt national à grand enjeu, on nous voit toujours, nous sommes toujours devant, en train de sortir pour expliquer aux gens, même ce que les gens n'ont pas compris, même ceux dont ils n'ont pas véritablement conscience. Nous, en tant que structure de veille citoyenne et de veille de conscience morale, de veille de conscience politique, de veille de conscience sociale, de veille de conscience économique, de veille de conscience culturelle, nous faisons ce travail-là pour renforcer la prise de conscience au niveau global, pour que les citoyens tous ensemble, on s'en fout des considérations partisanes. Nous, quand on a affaire aux Nigériens, on a affaire aux citoyens en tant que citoyens nigériens. Donc, on n'a pas affaire à eux en tant que partisans. Donc, voilà ce qui fait que parfois, on a souvent des interprétations fantaisistes à notre endroit. Des gens qui, parfois, nous collent l'étiquette d'être société civile proche de tel régime ou proche de telle opposition ou bien société civile de un tel ou de un tel. Alors que, normalement, la société civile, elle reste indépendante dans son action, dans sa détermination, dans l'identification de ses termes de référence, dans l'identification de ses activités. La seule chose dont il faut veiller, c'est de s'assurer qu'on a affaire à une action société civile citoyenne qui prend en compte l'intérêt général et non des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers sont gérés par les syndicats. Mais les intérêts nationaux globaux sont gérés par les associations de la société civile qui font l'œuvre de l'action société civile. On peut dire qu'elle a été laborieuse, elle a été pénible. Mais aujourd'hui, à l'aune de l'actualité récente, on revient au scandale au ministère de la Défense. On peut dire que jusqu'aujourd'hui, la société civile continue de payer un lourd tribut, malgré vraiment votre action citoyenne qui doit se dire, qui est dirigée vers d'aider l'intérêt général d'abord et aider l'action de l'État. Aujourd'hui, on sait que sont nombreux les acteurs de la société civile qui sont en prison justement par rapport à ce scandale. Oui, effectivement, c'est ça le paradoxe. Vous voyez bien, on a l'impression que les acteurs de la société civile, il y a une forme de méchanceté gratuite compte tenu de notre liberté de temps, de notre indépendance d'esprit, de notre capacité d'analyse et de notre détermination et notre courage à dire ce que nous pensons. Il y a donc tous ceux qui se retrouvent dans notre champ de mire et qui ne sont pas contents de ce que nous dénonçons qui les concerne à travers leurs mauvaises œuvres. Évidemment, ils nous prennent pour leurs ennemis. Et ils cherchent à nous détruire, ils cherchent à nous réduire, ils cherchent à nous embastiller. Ça a été le cas en 2018 récemment. Je ne parle pas de ce qui s'est déjà passé depuis longtemps. Le ministre, on a tous entendu le ministre de l'Intérieur, M. Bazoum Mohamed, dire à la radio nationale qu'en fait, ils avaient un compte à régler avec les acteurs de la société civile et que c'est dans le cadre de ce règlement de compte-là qu'ils ont profité de la manifestation projetée pour le 25 mars 2018
pour décider de procéder à notre interpellation, puis notre arrestation et notre déportation dans les différentes prisons dans lesquelles on est partout nous jeter, et pour attendre 4 mois après pour les uns et plus pour les autres, pour dire que finalement, on nous juge et on nous condamne dans un premier temps à 3 mois avec sursis. Ça veut dire qu'on n'aurait même pas dû faire 1 jour en prison. Et puis ensuite, on amène ce jugement-là devant la cour d'appel. La cour d'appel qui analyse avec tous les éléments de droit que nous leur avons fournis pour constater finalement qu'on ne peut pas nous accuser de quoi que ce soit et qu'il n'y avait pas eu de faute et que les faits ne sont pas constitués pour qu'on puisse même mériter la sanction qu'on nous a faite. Et c'est comme ça que nous avons bénéficié de la relaxe au niveau de la cour d'appel pour les événements de 2018. Et aujourd'hui encore, depuis 2019, on a essayé de relancer, mais le gouvernement est devenu totalement, comment on appelle, par rapport aux manifestations, il ne veut pas du tout entendre parler. Il est devenu allergique aux manifestations, surtout de la société civile, et il essaie, chaque fois que nous voulons manifester, de vouloir obstruer nos manifestations, malgré la liberté d'association qui est reconnue, malgré la liberté de manifestation qui est reconnue, malgré toutes ces possibilités légales qui nous sont offertes, malgré le fait que nous-mêmes, nous prenons les dispositions pour y veiller. Malgré tout ça, ça n'a pas empêché que les gens aient créé des conditions pour nous empêcher de jouir de nos droits. Ça a été le cas récent, lorsque nous avons décidé de faire la manifestation du 15 mars. Le 15 mars, on a voulu faire un meeting pour poursuivre 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord le soutien aux forces de défense et de sécurité, qui ont essuyé des lourds tributs, qui ont eu des pertes en vies humaines importantes, du fait aussi de la mégarde et de la méprise de certains responsables de leur ministère en charge de la défense, qui, avec l'inspection qui avait été organisée au niveau de ce ministère-là, on s'est rendu compte, et c'est eux qui ont initié l'inspection, attention, c'est à la demande du président et du ministre qu'ils ont fait l'inspection. Ce n'est pas nous qui leur avons demandé de faire l'inspection, ni les obliger de faire l'inspection. C'est eux-mêmes qui ont eu leur initiative, ils ont fait leur inspection et ils en ont porté à la connaissance du public. Tout le monde a entendu l'audio du ministre de la Défense, à l'intérieur duquel il s'indignait par rapport au comportement de leurs camarades qui l'ont dévancé, qui l'ont précédé à ce poste de ministre-là. Et pour tous ceux qui ont été amenés à poser comme acte ignoble de détournement massif et d'argent et d'achat de matériel désuet qui ne pouvait pas fonctionner. Et du fait de ça, nos forces armées n'ont pas été capables de tenir face aux assauts des terroristes qui venaient, s'il te plaît, sur des motos. Et c'est à travers ça qu'ils sont venus nous essuyer des revers où on a enregistré des centaines de morts. Et donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas rester indifférent en tant qu'acteur de la société civile. En tant que veille citoyenne, nous ne pouvons pas ne pas réagir. C'est un de notre devoirs. Nous nous sommes donné ce devoir-là, advienne que pourra. On a pris la responsabilité de mener ce combat-là dans les conditions qui sont prévues par la loi. On ne nous a pas donné cadeau. Je vous ai expliqué l'historique de la lutte que nous avons menée depuis 1987. Donc nous, là, que vous voyez, nous ne sommes pas des arrivistes. Nous ne sommes pas des parvenus. Nous ne sommes pas des ça-profite. Nous ne sommes pas des gens qui... Non, au contraire, nous, on a tout donné de notre vie pour cette lutte citoyenne, pour ce combat-là que nous sommes en train de mener, pour aider notre peuple à une prise de conscience citoyenne, patriotique et démocratique, de manière à ce que partout, des mouvements patriotiques soient mis en place pour que les gens, l'éveil de conscience patriotique soit assuré de façon à ce que chaque citoyen considère que l'avenir et la défense de la patrie est un devoir pour chacun. C'est écrit dans la Constitution. C'est l'article 38 de la Constitution. Chaque citoyen doit en faire un devoir. Et nous essayons d'amener les gens à prendre conscience de ça. Parce que nous sommes convaincus que seuls, on ne peut pas faire le combat. Il faut bien amener les autres Nigériens à se sentir comme nous, en devoir, chaque fois que de besoin, de se mobiliser pour se mettre en ordre de bataille, pour mener le combat contre tous les prévaricateurs qui sont de nature à travailler, à remettre en cause les fondamentaux sur lesquels on s'est entendu et qui nous ont amenés à définir le schéma
que nous avons définie qui consiste à dire nous voulons bâtir une république une et indivisible, démocratique et sociale, qui soit assise sur les fondements de base des principes de gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, le principe de justice sociale, le principe de solidarité nationale et le principe de séparation de l'État et de la religion. Et le tout, on a dit que cette république-là que nous voulons bâtir doit être un État de droit. Il faut qu'il soit un État de droit et cet État de droit-là, on l'a défini ce qu'il doit être. C'est un État de droit qui doit garantir l'exercice des droits collectifs et individuels. Il doit garantir la liberté, il doit garantir la justice, il doit garantir la dignité, il doit garantir le bien-être comme valeur fondamentale de notre société et d'autre part, garantir la bonne gouvernance et l'alternance démocratique. Et on se rend compte que justement, par rapport justement à l'état de droit, où on doit sentir qu'il y a la liberté, il y a la garantie comment on appelle ça, des droits collectifs et individuels, il y a la garantie de la liberté, la garantie de la justice. On se rend compte que malheureusement, il n'y a pas de justice dans notre pays, il y a plus de l'injustice que de la justice, il n'y a pas de solidarité nationale véritable, il y a une partie des gens qui ont caporalisé les biens publics, ils ont utilisé en violation de la Constitution à son article 4, alinéa 2, parce qu'on a dit dans notre schéma que nous voulons bâtir une république dont les conditions de gouvernance, de l'exercice du pouvoir démocratique à la République du Niger, on dit que dans l'exercice du pouvoir d'État, voilà ce qui est interdit. Le pouvoir personnel, l'ethnocentrisme, le régionalisme, le favoritisme, le népotisme, le sexisme, l'esprit aristocratique, l'esprit féodal, la concussion, la corruption, le détournement, l'enrichissement illicite, le trafic d'influence. On a dit c'est banni et puni par la loi. Imaginez que tout le monde respecte ça à tous les niveaux. Est-ce que ce pays-là ne sera pas un Eldorado de vie démocratique? Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous constatez que malgré l'engagement du président de la République Issoufou, qu'il a pris le 7 avril à l'occasion de son investiture, qu'il va lutter contre l'économie criminelle, contre l'impunité, contre la corruption et pour le monopole fiscal de l'État, de tous ces engagements-là, il n'y a aucun qui est respecté aujourd'hui. Parce que toutes ces choses-là se sont davantage développées et non régressées. Aujourd'hui, la corruption, aujourd'hui au Niger, on ne sait pas. L'impunité, elle est criante. Hein? Le monopole fiscal de l'État, ça, on n'en parle plus. Et ensuite, l'économie criminelle, ça, elle fait légion. On voit bien aujourd'hui tous les acteurs de l'économie criminelle et de toute nature qui font la pluie et le beau temps dans le pays. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire, toutes ces choses-là que je viens de vous dire, moi, tout ce que j'ai été en mesure de faire pour me préparer au combat que je mène tous les jours, je le fais dans le cadre de la société civile. Je le fais dans le contexte de la société civile, dans le cadre de la manière dont nous percevons l'action société civile que nous avons choisi de faire et que nous nous sommes définis des principes et des lignes et pour être dans la position de rester dans ce canevas. Et c'est dans ce canevas-là que nous sommes. Et aujourd'hui, nous avons décidé la dernière fois, compte tenu de la situation qui s'est présentée à nous, on a dit, bon, on va faire un meeting. Déjà quelques jours auparavant, on a tenté de faire des manifestations parce qu'on revendiquait le départ des forces d'occupation, les forces militaires, on revendiquait tout ça. Et plus le soutien aux forces, les gens sont partis, ils ont pris d'autres mesures, ils ont fait des choses. On a dit, bon, en plus de ça, il y a eu de nouveaux événements qui sont arrivés. Les événements de Inates, les événements de Chinagoder, puis ensuite d'autres situations que nous avons été amenés, tout ça à enregistrer et qui ont fait que nous avons dit, avec la publication du rapport au niveau de ce ministère, on a dit, mais alors là, ça vraiment, c'est le comble. Il faut bien que les gens se mobilisent, mais on choisit de faire une journée d'action citoyenne à l'occasion de la journée mondiale des consommateurs, le 15 mars, qui est une journée reconnue aux citoyens consommateurs, ceux qui payent leurs impôts, qui attendent une gouvernance citoyenne avec l'argent qu'ils ont mobilisé. Le gouvernement qui doit gérer cet argent doit le faire en bon père de famille pour faire des actions qui doivent aller dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt de tout le monde, et non se retrouver dans une situation où c'est quelques individus qui vont voler tout ça dans le contexte des faux marchés, dans le contexte de surfacturation, dans le contexte de tout ce qu'on a pu décrire là, et que finalement, la majorité des Nigériens sont là et bouche bée.
Et donc, on a dit, ce n'est pas admissible. Il faut que ceux qui ont fait ça, qu'ils puissent payer. Surtout que quand le rapport est sorti, tout de suite, on a vu le PNDS qui fonctionne comme un parti État a voulu se mobiliser pour demander à ce que l'affaire soit gérée autrement et qu'on puisse demander aux gens d'aller payer, d'aller payer pour ceux qu'ils ont volé et qu'on n'amène pas le dossier à la justice. Nous avons dit non. Cette décision du gouvernement, cette position du PNDS en tant que parti est inadmissible et inacceptable. On doit la dénoncer. Et c'est dans le cadre de cette dénonciation qu'on a voulu organiser le meeting du 15 mars. Et nous avons soumis régulièrement notre déclaration en manifestation, déposée le lundi à 10 h et jusqu'au vendredi. Il n'y a pas eu de réponse de la mairie. Vendredi jusqu'à la fin de la journée, parce que la journée finit à 13 h, mais il n'y avait rien eu. La loi dit que quand on fait une déclaration de manifestation, le maire a l'obligation de répondre dans les 72 heures s'il a l'intention d'interdire, pour qu'il donne la possibilité aux gens d'avoir l'arrêté et de l'attaquer éventuellement devant le juge s'ils estiment qu'ils peuvent l'attaquer. Nous, rien de tout ça ne s'est passé. Ce qui a pu se passer, c'est que le vendredi en question, il y a eu un conseil des ministres dans la matinée et où le gouvernement, compte tenu des événements nouveaux là, de coronavirus, donc le gouvernement avait décidé de prendre des mesures où il a estimé qu'il faut que les gens évitent de se rassembler et en grand nombre, notamment au moins un rassemblement qui peut faire jusqu'à 1000 personnes, on l'interdit. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un communiqué gouvernemental comme ça que le maire va reprendre le même communiqué et considérer que c'est une réponse à notre déclaration de manifestation. Nous qui avons l'habitude de faire des manifestations, comme ils disent, qui ne mobilisent pas grand monde. Et donc, par conséquent, tant qu'on n'a pas dépassé plus de 1000 personnes, on ne va pas dire qu'on est en violation de leur communiqué. Il fallait qu'ils nous laissent faire. Et quand ils vont constater qu'on a dépassé 1000 personnes, ils peuvent nous dire de déguerpir parce que nous avons dépassé le nombre limite autorisé. Mais ce n'est pas ça. Avant qu'on ne vienne le matin, ils ont barricadé noir de monde avec les forces de défense et de sécurité pour les empêcher, les forces de sécurité, et pour occuper la place de la concertation et nous empêcher donc de pouvoir tenir le meeting. Même le podium qu'on a voulu déposer entre 6 h et 8 h du matin, on n'a pas pu donc même le déposer, qui était un début d'organisation. Donc il n'y avait donc rien eu. Donc notre meeting a été obstrué illégalement. Et c'est dans ce contexte-là que quand ils ont agi, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ça a eu des événements connexes, notamment l'incendie de Tagrabati, où il y a eu même mort d'hommes et des dégâts matériels et qui ont été consumés pratiquement, vous avez été pour voir. Donc c'est ça que nous avons été amenés donc, à vivre. Et maintenant, face à ça, on vient, on nous interpelle. Le même jour, le 15, on nous a tous interpellés pour nous amener comme ça, de chez nous. Hein. On nous a pris, nous étions 3, Moussa Tengari et Halid Moukele et moi, avons tous été pris, chacun de chez lui, pour nous amener à la PJ. Et nous entendre dire, voilà ce qu'on nous reproche. Et on a discuté avec eux, on a dit, mais il faut que nous amènions la preuve de tout ce qu'ils disent. Donc voilà comment c'est parti. Ils ont dans un premier temps retenu les 2 camarades, Ali et Moussa. Moi, ils m'ont dit de partir. J'ai dit pourquoi. Et ensuite, on dit non. Au vu de ce qu'on a dit, moi, je ne suis pas concerné, donc je dois partir. J'ai dit, mais même si je ne suis pas concerné, je reste solidaire de mes camarades. Je préfère rester passer la nuit avec eux. On dit non, non, non. Je ne suis pas gardé à vue, je ne dois pas rester là. Point barre. Et voilà comment moi, je me suis retrouvé chassé de la PJ. Et le lendemain matin, on était revenu pour essayer de voir la suite. Et c'est parti comme ça jusqu'à ce que finalement, on s'est retrouvé devant le procureur. Et on a transféré les gens. Mais quand on a transféré, moi, mon dossier n'est même pas arrivé au niveau du procureur. Parce qu'il n'a même pas quitté la PJ. Et c'est comme ça, quand je suis allé devant le procureur pour dire, bon, voilà, par rapport à ça, donc on m'a fait comprendre que non, moi, je ne fais pas partie. Il n'y a rien qu'on retient comme indice contre moi par rapport à ça. Par contre, ils ont tel élément, c'est intelligent. J'ai dit, bon, donc dans ces conditions, on attend de savoir la suite. C'est dans ces conditions-là que de la cabine qu'on les a placés, on les a amenés devant le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction, le même qui pourtant a fait l'objet de nomination récemment pour devenir le président même du tribunal. Et comme quoi les œuvres passées ont servi à quelque chose pour la promotion. Donc, et c'est dans ces conditions
qu'on l'a amené le dossier de nos camarades et automatiquement, après quelques questions sommaires, il vous notifie le mandat de dépôt et on vous envoie. Et c'est comme ça qu'il a fait ça pour dispatcher nos camarades et il les a envoyés à Walam, à Daïkaina, à Tilaberi, à Kolo et puis à Filengue. Donc voilà, c'est devenu un peu la pratique chez eux. Donc c'est devenu la règle, malgré le fait que c'est une violation flagrante de la Constitution. Un juge d'instruction ne peut pas mettre en mandat de dépôt quelqu'un dans une prison en dehors de son territoire juridique dont il est compétent. C'est écrit noir sur blanc dans le code de procédure pénale. Mais qu'est-ce que vous voulez si vous avez affaire à un régime gangster? Et c'est quand on a fini de les placer abusivement que le ministre de la Justice, comme pour aggraver la situation, il sort un communiqué pour dire qu'il a pris des mesures d'interdiction de visite, que plus personne ne peut avoir accès aux détenus dans les prisons et sur toute l'étendue du territoire national. Et donc voilà comment on s'est retrouvé avec une situation où depuis que nos camarades sont pratiquement internés depuis le 19 jusqu'à aujourd'hui, physiquement, on n'a pas été capable de les voir. Et donc, personne n'a pu les voir en dehors de nos avocats qui ont fait le déplacement à ce titre-là pour être dans la position d'aller les rencontrer pour essayer de changer un peu avec eux. Donc voilà la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que nous estimons c'est de l'arbitraire, surtout dans un régime qui récemment a décidé, compte tenu de cette affaire de Covid, il a décidé qu'il faut élargir les gens. Et d'ailleurs, il est en cours de continuer cet élargissement-là. Mais comme par méchanceté, on veut que nos camarades, eux, restent en prison. On veut qu'ils gardent prison. On ne sait pas pour quel dessein. Toujours et peut-être que c'est le prolongement de la même lecture du ministre de l'Intérieur de la dernière fois qui consiste à considérer que c'est un règlement de compte qu'il faut faire contre nos camarades et il faut les donner la leçon selon eux. C'est comme ça qu'ils vont les donner la leçon. Mais ils se trompent. Nous qui avons fait le combat depuis qu'il y avait des militaires qui pouvaient même vous tirer sans que vous ayez les moyens de faire quoi que ce soit. Parce que c'est un régime de non-droit. On a vécu le régime de non-droit, on a vécu le temps du CSN, on a vécu le temps de Wanké, on a vécu le temps de Salou Jibo. Tout ça, c'est des régimes. Mais on n'a pas arrêté de faire ce que nous avons fait. Donc, ce n'est pas maintenant là qu'on va arrêter. Ce que les gens doivent savoir, c'est que le combat que nous avons décidé de faire, c'est un engagement volontaire, bénévole et citoyen et doublé du patriotisme qui continue à irriguer nos artères, nos veines et nos artères. Et donc, par conséquent, ils perdent leur temps s'ils pensent qu'ils vont décourager nos camarades en les mettant dans ces conditions-là. Au contraire, ils renforcent leur détermination, leur engagement, leur résolution. Et nous considérons qu'au regard de tout ce que nous venons de dire, il n'y a pas à ce qu'ils continuent à garder prison. Le gouvernement doit avoir honte et doit les libérer. Il doit les libérer, il doit être dans la position de les élargir et doivent regagner leur famille et regagner le terrain de la lutte. Même que la lutte aujourd'hui est plus ou moins contenue, et j'allais dire un peu bloquée, réduite avec cette histoire de coronavirus. Et donc qui a couronné tout le monde et qui finit par confiner tout le monde dans la situation que nous sommes en train de vivre, pas seulement au Niger, mais au plan mondial. Donc je pense que tous ensemble, nous devons nous rester stoïques et imperturbables, déterminés et résolus. Que la lutte, là, ça se gagne par la détermination, par la combativité. Ça ne se gagne pas par le cadeau. Et ces gens-là, on n'attend aucun cadeau d'eux. Voilà. 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 Voilà.